Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sahel. Le défi sécuritaire reste énorme face aux groupes terroristes. Les groupes terroristes qui sèment la désolation dans le Sahel depuis plusieurs années continuent leur basse besogne malgré la prise de pouvoir par les militaires et leur promesse de rétablir la sécurité. La situation semble toujours difficile, même si on note des progrès essentiels réalisés de leur côté. Il faut noter toujours que ces groupes continuent par faire certaines attaques. Nous en parlons avec nos invités. Le défi sécuritaire reste la priorité des dirigeants du Sahel, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina ou au Niger où ces attaques continuent. Les dirigeants mettent l'accent sur la défense et le recouvrement de l'intégrité territoriale, ce qui n'est pas encore pour le moment acquis de façon totale. Je commence par vous, comme Valentin Mayaba. Oui, bon, en fait, vous savez, le problème de l'insécurité dans le Sahel est récurrent et est connu de tout le monde parce que aujourd'hui, ces chefs d'État du Sahel qui sont arrivés au pouvoir sont fondés sur ces défis-là et ils ont accédé au pouvoir pensant notamment éradiquer définitivement, de façon définitive, j'allais dire, ce fléau. Or, si vous faites la lecture, vous faites l'historique de ce qu'on appelle le terrorisme, c'est une pandémie, je peux l'appeler comme ça, qui ne finit pas, qui a migré depuis l'Europe, les États-Unis, qui sont arrivés aussi en Afrique aujourd'hui, que les puissances utilisent contre nous, les pays qui se disent en dessous d'eux. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas se vanter pour dire que je viens au pouvoir pour finir avec le terrorisme. Dans tous les cas, ce n'est pas aussi un fléau qui prend fin du jour au lendemain. Parce qu'il y a aujourd'hui ce que nous appelons la géopolitique internationale. Cette géopolitique internationale, au niveau des questions sécuritaires, repense la question autrement. Dans la mesure où les djihadistes aujourd'hui ont leur repère. Quand vous prenez par exemple ces djihadistes, beaucoup de questions se posent par rapport à l'équipement qu'ils ont, les armes sophistiquées qu'ils ont, qu'est-ce qui font que cela arrive. Beaucoup de questions se sont posées autour de ces problématiques-là. Et aujourd'hui, nous tentons difficilement de pouvoir apporter des réponses à ces questions, justement parce que les gens qui maintiennent ou qui entretiennent ces réseaux sont tapis dans l'ombre et jouant justement sur leurs intérêts, les intérêts géopolitiques. Donc, nous ne pouvons pas dire que ces chefs d'État du Sahel qui sont arrivés fondant sur les questions, sur des préjugés du fait qu'aujourd'hui vont finir avec le terrorisme, je ne pense pas que ça peut être ça. Plutôt de mettre ces deux phénomènes-là, ces deux situations ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au niveau du Sahel, on finit avec le terrorisme avant d'amorcer ce que nous appelons la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu comme du Mali, en passant par le Niger, venant par le Burkina, les chefs d'État qui sont là-bas aujourd'hui sont venus par les coups d'État, certes, mais le peuple pense qu'ils sont une solution pour ce qui est en train de se faire en termes de terrorisme. Certes, leur arrivée au pouvoir a quand même joué un rôle important dans la lutte contre ce fléau, ce phénomène. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'ils vont finir justement avec les terroristes ou éradiquer le mal dans son ensemble avant de penser aux élections et tout ce que nous connaissons. La question du terrorisme, la question d'insécurité, c'est une question plus profonde qu'aujourd'hui on peut le mettre, qu'on puisse la mettre à la disposition de tous les acteurs qui sont là pensant que telle ou telle est la solution à ce problème. Donc c'est des forces conjuguées. Les questions d'ordre mondiaux, les questions d'ordre mondial aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire de manière à ce que ces États qui sont dans cette situation de terrorisme, qu'on ne puisse pas réfléchir de façon individuelle mais de façon collective. C'est pourquoi ces États sont mis ensemble en formant un collectif qu'on appelle l'AES. L'AES aujourd'hui est confronté à des défis majeurs. Le premier défi, c'est qu'il y a déjà ce que nous appelons une forme de guéguerre entre eux et les puissances qui entretenaient ou qui étaient en porte-à-faux avec leur idéologie. L'idéologie aujourd'hui du Sahel, c'est que c'est les puissances qui entretiennent le flou au niveau du terrorisme. Aujourd'hui, nous subissons. On est venu avec des accords. Ces accords n'ont pas marché. Les gens utilisent le mot
insécurité ou le mot terrorisme pour pouvoir nous phagocyter. Donc si ça n'est ainsi, nous prenons notre propre destin en main, nous allons gérer nos propres affaires. Donc c'est une question beaucoup plus large. Et si on doit s'attarder sur ces questions seulement pour dire que les chefs d'État qui sont arrivés au pouvoir aujourd'hui vont lutter ou vont éradiquer le terrorisme ou combattre définitivement le terrorisme, je pense qu'on est dans le leurre. Et à ce moment, au moment où nous sommes en train de parler, ces terroristes ne sont pas des gens où du jour au lendemain on peut dire non, bon, comme on nous a combattus, nous plions bagages, donc chacun à son niveau cherche des passerelles pour pouvoir imposer ce qu'il peut imposer. Maintenant, ce que nous demandons, quel est le résultat, quel est le bénéfice que chacun tire de tout ce qui se passe en termes de terrorisme? Parce que aujourd'hui, cette question devient très endémique que beaucoup de chefs d'État, même au niveau international, se disent est-ce que un matin on pourra quand même donner la liberté à ces personnes-là de vivre leur vie? Quoi qu'on dise, les armes que ces terroristes utilisent ne sont pas des armes fabriquées en Afrique, c'est des armes qui viennent d'ailleurs. Comment ils arrivent à avoir ces armes, tout ça là, les questions se posent. Donc c'est plus profond que ce que nous le pensions. Est-ce que ceux qui sont venus, ils ont dit non, je ne peux pas le faire parce que tel est derrière. Est-ce que ça, il faut changer des partenaires? Tout ce que nous voyons autour de cette question-là, je crois que c'est une problématique un peu plus difficile à appréhender et nous devons repenser autrement parce que c'est nous-mêmes qui prenons les armes. Quand je dis nous-mêmes, c'est-à-dire que les États eux-mêmes, c'est les populations endogènes, c'est les populations du pays qui prennent les armes contre leurs propres frères. Est-ce qu'il peut arriver que nous puissions penser la chose pour dire que quels que soient les moyens qu'on mettra, je ne pourrai pas aller à l'encontre de mon frère ou de ma soeur ou de n'importe qui est de ma région parce qu'on m'instrumentalise. Donc c'est plus profond, les puissances entretiennent ça pour nous assurer. C'est comme quand on prenait des maladies endémiques aujourd'hui, le sida et tout, qu'on n'arrive pas à trouver des solutions et tout. Tout ça là c'est entretenu quelque part. Donc nous devons faire extrêmement attention, penser à aujourd'hui. Mais également les chefs d'État qui sont au pouvoir ne doivent pas se baser, ne doivent pas surfer sur des questions du terrorisme pour s'éterniser au pouvoir. Il faut trouver une autre alternative. C'est-à-dire qu'en même temps que la lutte continue, et qu'on arrive à installer des principes sacro-saints de la démocratie pour que ça rime avec la démocratie. C'est que ce qu'on est en train d'observer, on risque de faire de conserver des gens parce que c'est des meneurs de lutte du terrorisme et on ne va pas accéder à ce que nous appelons la démocratie, les élections et tout. Et là, c'est le recul démocratique et c'est dangereux à mon avis. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces dirigeants sont conscients de la situation, que ça ne va pas se faire en un seul jour. Oui, mais alors, est-ce qu'on ne nous définit pas quel jour ça va se faire? Si ça ne doit pas se faire... Est-ce qu'on peut définir le nombre de jours que ça va faire? Oui, si ça Vous avez dit tout à l'heure que ça ne s'éradique pas en un jour. Oui. Vous pouvez nous dire combien de jours ça prend? C'est justement pour ça que je dis, comme ça ne finit pas un seul jour, on n'arrive pas à définir le temps, il va falloir faire avec ce que nous appelons les principes de démocratie. C'est-à-dire que ne pas dire qu'on va éradiquer le terrorisme avant d'aller vers les principes sacro-saints de la démocratie, notamment les élections, tout ce que vous connaissez. Donc il faut, au même moment, quand par exemple je parle de la junte, d'aucuns ne refusent qu'on les appelle la junte et tout. Bon, ceux qui sont les nouvelles autorités qui sont actuellement au pouvoir, si on ne doit pas modifier la constitution, parce que nous avons vu ce qui s'est passé au Mali, on modifie la constitution pour s'éterniser au pouvoir ou peut-être pour faire plusieurs mandats, pensant que c'est la pilule ou c'est la solution peut-être à cette question terroriste, parce que le mandat, ce que présentent ces nouvelles autorités aujourd'hui comme élément de campagne ou argument pour rester au pouvoir, c'est que nous faisons face au terrorisme et nous allons combattre ce terrorisme. Or, quand vous faites dans la lecture, vous trouvez que c'est difficile qu'ils puissent arriver à bout de ces terroristes. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait des résultats encourageants? Ça, personne ne demande. Hein. Ils ont fait des efforts considérables. Est-ce que ça ne donne pas espoir qu'ils arrivent à bout? Oui, bon, mais est-ce que avec eux ou sans eux, ça pourra se faire? C'est la autre question. Avec ou sans eux, est-ce que ça pourra se faire? Est-ce que forcément il faut eux pour le faire?
c'est la grande question. Donc, si nous allons rester dans ce périmètre-là, nous allons poser beaucoup de questions auxquelles nous n'allons pas trouver de questions. C'est comme si quelqu'un vient et dit, c'est moi qui suis le champ, c'est moi qui vais résoudre ce problème. Alors que peut-être si quelqu'un est là, que tu es à côté, tu peux l'aider à le faire. Donc, moi, je veux qu'on rime ça avec la démocratie. C'est-à-dire que aller aux élections, ne pas modifier pour s'éterniser, pensant qu'un matin, on va finir avec le terrorisme, quoi. Donc, c'est mon avis à moi. Mais si le peuple malien, le peuple nigérien ou le peuple burkinabé pense que leur messie pour lutter, finir avec la démocratie, les réformes actuelles et tout, ça peut être ces hommes, nous ne pouvons pas quand même s'opposer à eux. Mais notre analyse reste telle que si on veut jouer sur des bases de démocratie, il faut que bien que le terrorisme soit là, bien que la question de sécurité, insécurité persiste, il faut qu'on aille aussi organiser des élections dans une moindre mesure. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler toutes les zones. Ceux qui sont là actuellement aussi ne pourront pas contenir toutes les zones. Donc, c'est la question. Donc, si on doit se végéter dans cette situation-là, nous n'allons pas trouver des formules en termes de démocratie. Soit on remet quelqu'un, il est sur les lieux, il travaille, on l'adoube et tout. Mais, bon, les aides économiques et tout, les gens diront que quand vous n'êtes pas dans le schéma de la démocratie, vous n'êtes pas éligible à tel. C'est ce que ces pays du Sahel sont en train de dire. Non, nous allons prendre notre propre destin en main pour que nous puissions aller de l'avant dans notre béant. Merci beaucoup. À vous, comme Valentin Mayaba, Dieu donne au nom, le défi sécuritaire reste grand dans le Sahel avec les groupes terroristes qui sont combattus avec une puissance de feu qui augmente au jour le jour, mais eux aussi, ils continuent à part faire des attaques qui endeuillent les paisibles populations de ces pays et qui touchent également les pays du littoral. Le défi reste grand, apparemment les dirigeants en sont conscients. Malheureusement oui, le défi plutôt reste très grand. Lorsque nous prenons aujourd'hui le chantier du terrorisme sur le continent, aussi bien dans le Sahel, surtout dans le Sahel, il faut être de mauvaise foi pour dire que c'est une question passagère et qui n'a pas d'importance. La matière sécuritaire aujourd'hui sur le continent reste la clé de voûte des pays sahéliens, notamment les 3 pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est vrai que le temps ou alors la mélodie de la démocratie voudrait à ce que les militaires ne soient plus au pouvoir ou alors qu'on organise les élections dans le délai pour retourner le pays aux mains des civils. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les civils étaient au pouvoir et avaient assisté impuissamment à l'émiettement de certains territoires, par exemple au Mali. Les civils étaient au pouvoir et avaient assisté aussi impuissamment à la neutralisation des forces armées sur le terrain ou alors au front. Les civils étaient au pouvoir et avaient estimé que l'armement des terroristes était beaucoup plus puissant que l'armement officiel ou alors que l'armée républicaine. Alors vous comprenez qu'à ce niveau, il y a un sérieux problème et il faut des tactiques techniques sur le terrain pour pouvoir arriver à résoudre un tant soit peu la crise sécuritaire. D'où c'est devenu beaucoup plus complexe et très important à la fois. Ce n'est pas ceux qui ne sont pas confrontés à la situation qui le disent, mais ce sont plutôt ceux qui sont dans le coup qui le disent. Les dirigeants sahéliens qui le disent aujourd'hui que c'est un défi majeur, la question sécuritaire. Et c'est évident, c'est une question majeure, c'est un défi majeur qui devient de plus en plus assourdissant lorsqu'on prend l'effort fourni aussi de l'autre côté par les terroristes, ces tueurs à ciel ouvert. Ils modifient, améliorent leur méthode d'attaque du jour au jour, bien que les pays sahéliens également multiplient leurs contre-offensives, mais la réaction de feu reste toujours une question de rapport de force. C'est vrai que d'aucuns me diront que la plupart des armes utilisées par ces terroristes viendraient des camps militaires, des fois attaqués dans ces différents pays et autres,
je le leur accorde. Mais d'où viennent ces terroristes avec de telles puissances pouvoir donc attaquer les camps militaires dans ces différents pays s'ils n'ont pas été équipés d'ailleurs pour commettre ces forfaits-là? Donc la question est très 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 sérieuse aujourd'hui. Il n'est plus question aujourd'hui que le Sahel seul lutte contre le terrorisme. Je reviens là-dessus encore, mais il est maintenant question que l'Afrique lutte contre le terrorisme. Malheureusement, ce pan du défi est abandonné ou alors laissé aux mains seulement des pays sahéliens. On a comme l'impression que les pays sahéliens sont différents des États africains. Alors que l'Union africaine, au départ, nous parlions de la CEDEAO qui devrait mettre en place une force assez solide pour combattre le terrorisme. Malheureusement, cela n'avait pas été le cas jusqu'à ce que ces pays ne décident de quitter la CEDEAO et sont partis avec une majeure partie du territoire de la CEDEAO. Ça, c'est un fait que nous devons retenir. Maintenant, le gros ensemble qui est l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine organise aujourd'hui dans le but de finir avec le terrorisme sur le territoire africain, sur le continent africain? Peu importe les blocs qui sont mis de côté ou de je ne sais pas quoi, mais le grand ensemble aujourd'hui demeure l'Union africaine. Il faut une force au niveau de l'Union africaine pour véritablement définir la stratégie pour atteindre l'objectif de finir avec le terrorisme. Malheureusement, cela n'est pas à l'ordre du jour. Si vous voyez aujourd'hui l'agenda de ces différents organes régionaux ou aussi continentaux, que soit l'Union africaine ou alors le Conseil de l'Entente, vous n'avez pas vraiment la question sécuritaire dans le Sahel comme étant une priorité. La question sécuritaire fait partie des agendas, mais de façon générale, pas seulement au Sahel, puisque la question sécuritaire ne concerne pas que le Sahel. Bien évidemment, là nous sommes en train de situer la question au niveau du Sahel. Et c'est le Sahel qui identifie aujourd'hui que c'est un vaste défi. Donc voilà pourquoi je fais ma proportion à l'égard du Sahel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un agenda aussi précis sur le Sahel? Quand je parle du Sahel, je parle de ces trois pays qui sont disloqués de la CEDEAO. Ce n'est pas parce qu'ils se sont séparés de la CEDEAO qu'ils sont devenus l'ennemi de l'Afrique. Au contraire, c'est des gens qui veulent prôner une sorte d'autonomisation et d'autosuffisance de l'Afrique entière. Lorsque vous voyez bien leur politique, aujourd'hui on applaudit, on dit AES, j'ai eu à dire à ce plateau que ce n'est pas l'AES que l'Afrique applaudit, que le monde applaudit, mais c'est la méthode de gouvernance mettant au cœur l'intérêt supérieur des populations au sein de l'AES qui est applaudie par les autres pays. Alors si on le sait aujourd'hui que ces dirigeants, en tout cas a priori, essaient de travailler pour l'intérêt supérieur des populations, mais à côté sont aussi titillés et kikinés tout le temps par la question du terrorisme. Quoi de plus normal qu'on s'organise à les accompagner, car ou alors le terrorisme éliminé dans le Sahel fait partie de la portion importante d'ailleurs du mal nettoyé du continent africain. Mais malheureusement, la question n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. On a comme l'impression que les pays du Sahel sont laissés pour compte et ils doivent peut-être lutter à eux seuls pour finir avec le terrorisme. Alors que ceux qui fabriquent, malheureusement, je fais encore des supputations, j'ai toujours dit, les fabricants du terrorisme sont ailleurs et continuent de chercher à atteindre leur objectif. Ce n'est pas pour rien que chaque fois qu'on tue les terroristes, on les retrouve encore en milliers et bien équipés. D'où viennent-ils? Ce ne sont pas les pays africains qui les équipent, je ne sais pas. Ce ne sont pas, ou alors ces mêmes pays-là qui les équipent encore pour les combattre. Non. Alors des gens ont des agendas. Malheureusement, autant les pays sahéliens ont des agendas de sécurité assez fournis, les malsains également ont leur agenda aussi bien ficelé pour pouvoir déstabiliser ces pays-là. D'où c'est un défi hyper vaste, comme le disent même ces militaires au pouvoir aujourd'hui. Défi très vaste, en tout cas, c'est ce qu'on peut retenir. Un défi très vaste avec des menaces qui s'accentuent. Les groupes terroristes, sans vouloir les nommer, continuent par faire des attaques et des enlèvements. Et pour les derniers cas qui demandent des échanges de prisonniers, ce qui est carrément contraire à la logique des dirigeants de ces pays. Que faut-il faire? Les laisser mourir ou changer de stratégie, organiser des opérations de libération, de sauvetage? Est-ce qu'aujourd'hui on ne se retrouve pas dans une situation compliquée face à ces oui, terroristes? Oui, vraiment, la situation est très compliquée dans la mesure où la problématique aujourd'hui est loin d'être étiquetée. Donc moi je dis, quoi qu'on dise,
je ne suis pas d'avis aujourd'hui que l'Afrique soit déchirée par rapport aux questions de terrorisme. Ça, c'est pas bien du fait que sur d'autres pesanteurs, par exemple, quand tu prends le Sahel, les chefs, les nouvelles autorités actuellement qui sont dans le Sahel, qui ont formé maintenant leur clan, qu'on appelle l'AES aujourd'hui, sont des militaires. Donc, aujourd'hui, si on dit les militaires au pouvoir pour lutter contre le terrorisme, et que l'Afrique, tous ces 3 pays font partie de la CEDEAO, également de l'Afrique, il y a des organisations, nous avons des unités organisationnelles au niveau national, au niveau africain, qu'on appelle l'UA, l'Union africaine, et aussi la CEDEAO. Maintenant, si ces questions, c'est vrai, c'est dans l'agenda, qui ne sont pas réfléchies de façon globale, et que ça doit être de façon sectorielle ou de façon émiettée, je pense qu'on risque beaucoup, on risque gros, parce que les puissances vont utiliser cet émiettement-là et pouvoir s'imposer à toute l'Afrique, à l'Afrique tout entière. Et donc c'est là, moi je dis, la question de l'AES, la question de souveraineté de chaque État aujourd'hui ne doit pas être... C'est comme quand vous prenez l'Union européenne par exemple aujourd'hui. C'est beaucoup plus ce que vous entendez. Ils ont compris et ils ont formé ce que nous appelons le franc français décédé qu'on appelle l'euro. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne peut pas être dans cette dynamique? Parce que il y a des intérêts des grandes puissances africaines, des grandes puissances africaines aussi, qui disent non, ceci doit se faire comme ça. Mais ça, même les 3 pays qui sont sortis ont créé l'AES aujourd'hui, seuls individuellement ne pourront pas s'imposer par rapport à la doctrine de la libération de leurs États. Parce que, quoi qu'on dise, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, l'autre a besoin de l'autre. C'est-à-dire que c'est une complémentarité. Et que nous devons nous asseoir à discuter pour qu'on ne soit pas... Vous voulez qu'ils s'asseyent et discutent avec les terroristes? Non, je ne parle pas forcément de terrorisme, parce qu'aujourd'hui, je parle de la lutte contre le terrorisme pour pouvoir finir avec le terrorisme. Que ce soit coordonné entre États. Oui, voilà, entre États, il doit y avoir une coordination. Il doit y avoir une coordination d'action. Et que c'est de ça il s'agit. Puisque les terroristes aujourd'hui, nous savons, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce n'est pas des gens qu'on ne connaît pas, c'est des gens qu'on peut identifier, c'est des gens qui ils opèrent assez ouverts, ils repartent, on sait où ils sont. Si aujourd'hui, vous pensez que si l'Europe, je veux bien parler de la Russie aujourd'hui, veut détruire avec ce qu'on appelle terrorisme. Ils ne vont pas finir avec ça dans le Sahel là-bas. Ils vont finir. Parce que c'est à une fraction de seconde, on va neutraliser tout. Mais les gens... Mais le risque, c'est de neutraliser aussi des citoyens, puisque on dit que c'est une guerre asymétrique. Oui, puisque ceux qui sont des terroristes, ce n'est pas mentionné sur leur front, terroristes. Oui. Du coup, ils se confrontent facilement à la population. Effectivement. C'est pourquoi je dis qu'il y a des stratégies qui mettront en place. Parce que même ceux aujourd'hui qu'on est en train de prendre, qu'on met en prison, qu'on tue, on ne sait pas. Aujourd'hui, Guillaume, tu ne peux pas me dire qu'il y a des terroristes dans la masse. Aujourd'hui, par exemple, au Togo, on dit non, pour des questions de sécurité, il ne faut pas organiser ceci, il y a ceci. Bon, tout le monde utilise ce concept terrorisme pour s'imposer. C'est de ça que je parle. Par exemple, quand vous prenez dans le Sahel, les chefs d'État qui sont actuellement, c'est des questions sur lesquelles ils sont basés pour dire non, comme il y a terrorisme, même je parle de choses en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas dit? Ouattara dit qu'il revient au pouvoir parce qu'il y a des questions de sécurité qui sont là. Donc, toute l'Afrique commence à utiliser ce concept-là comme quelque chose qu'on peut essayer de prendre, s'habiller et puis demain rester au pouvoir et tout. Moi, je dis, aujourd'hui même, il ne faut pas être chef d'État pour pouvoir lutter contre le terrorisme. On peut choisir un civil, on peut aller aux élections choisir quelqu'un. C'est l'armée, c'est une question d'armée. Donc si quelqu'un, par exemple, je prends Assimi Goïta, il est le général aujourd'hui. Si il y a le président et qui gère l'armée, il peut lutter contre le terrorisme. C'est pas forcément aller être président avant de lutter contre le terrorisme, parce que c'est un agenda. Donc moi, c'est cette question-là aujourd'hui divisée entre les États pour dire nous c'est comme ça, nous allons sortir de là et nous allons sortir du franc et choses et nous allons faire ceci. C'est ça qui mérite moi je pense que il faut taire les rancœurs. Il faut qu'on aille au-delà de ce qui est présenté comme tableau et véritablement prendre notre destin en main. Je parle de l'Afrique, Donc sinon nous risquons éternellement de rester dans ce vecteur de terrorisme là qui ne va pas nous arranger de façon récurrente quoi. Et donc les États africains aujourd'hui doivent se dire que nous avons à donner par rapport à ce fléau là. Le fléau, c'est une guerre asymétrique, certes, mais ça peut se résoudre si nous nous entendons. Personne ne viendra d'ailleurs pour résoudre ce problème de terrorisme. Merci beaucoup, Commis Valentin Mayaba. Je donne ici quelque chose. Oui, la question est de savoir à qui profite le terrorisme sur le continent. À qui cela profite? Alors, j'ai du mal à avoir la réponse exacte à cette question.
Alors si cela ne profite pas aux Africains, si cela ne profite pas aux dirigeants africains, alors quoi de plus normal de s'organiser pour lutter contre ce fléau et le booster or. Cela ne doit pas servir d'argument politique pour habiller ou déshabiller quoi que ce soit, mais plutôt une raison ou alors un raisonnement logique et sociétal pour aller au combat. Et ce combat ne peut pas se faire dans la légèreté, parce que ce groupe a pris le temps de s'organiser et de s'équiper. Alors, si le continent doit se lever aujourd'hui et aller en guerre contre le terrorisme, ça doit être une guerre assez coordonnée et de façon efficace. En cela, on pourra trouver l'Afrique, et je suis loin de parler des questions panafricaines lorsqu'on ne peut pas coordonner des activités pour éradiquer les actions qui dérangent la sécurité sur le continent. À quoi sert le panafricanisme, ou alors je ne sais pas comment vous l'appelez et tout, si on ne peut pas coordonner les énergies pour vraiment éradiquer le terrorisme sur le continent africain. Malheureusement, c'est comme il y a un dessin qui est en train d'être colorié dans l'ombre quelque part, dont on ne maîtrise pas l'auteur. D'où moi je suis très 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 inquiet face à l'avenir de l'Afrique si une action coordonnée ne se met pas en place aujourd'hui. Quand je parle d'action coordonnée, c'est bien tous les plus de 50 pays d'Afrique qui s'organisent pour véritablement aller contre ce terrorisme et aussi aller contre les commanditaires de ce fléau sur le continent. Je pense que c'est à ce seul prix qu'on pourra arriver à s'en sortir véritablement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.